Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités du marché de la gestion de patrimoine tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par Patrimoine Passion, comme tous les mardis, le rendez-vous investissement passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, on s'intéressera aux bijoux. Peut-on placer une partie de son épargne dans les bijoux? Comment le fait-on? Peut-on voir les bijoux comme un placement, un investissement ou plutôt un objet de collection? Nous en parlerons avec Violaine Dastor, directrice du département joaillerie de Christie's France. Et puis ensuite, dans Enjeux Patrimoine, nous changerons radicalement de sujet. Nous nous intéresserons au comportement des épargnants et au niveau d'éducation financière des Français avec Stéphanie Lange-Gauman, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Ce sera l'occasion de faire également un petit peu de pédagogie sur les arnaques et les fraudes en matière d'épargne ou de finances personnelles. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un actif bien particulier, on s'intéresse aux bijoux. Et on va en parler avec Violaine Dastor. Bonjour Violaine Dastor. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice du département joaillerie de Christie's France. On va parler de bijoux. Est-ce que déjà on peut parler des bijoux comme un placement ou un investissement? Est-ce que c'est un gros mot de dire ça dans le monde des bijoux? Non, pas du tout. Effectivement, les bijoux sont effectivement un moyen aujourd'hui pour une certaine catégorie d'acheteurs de vouloir placer une certaine somme d'argent. Il est tout à fait effectivement aisé de pouvoir placer un bijou, une somme d'argent dans un bijou que vous pouvez mettre dans un coffre qui est facile effectivement à transporter. Nous, on va conseiller nos clients effectivement dans le placement quand ils ont besoin effectivement de faire cela. Après, il y a une différence avec un investissement, je dirais achat-revente, qui lui est effectué par des professionnels du marché qui ont l'habitude de cet exercice, qui achètent pour revendre. Mais on est là toujours pour conseiller nos acheteurs et nos vendeurs dans leurs projets. Donc on les accompagne. On va plus voir ça finalement comme un placement de long terme où on va immobiliser une partie de son épargne et ensuite on va stocker finalement le bijou plutôt que de l'avoir investi sur un produit financier directement. Effectivement, on a des acheteurs qui viennent nous voir avec ce projet et nous, on peut les accompagner, on peut les conseiller, on peut regarder avec eux les prix des signatures de tel ou tel bijou, les prix des pierres, de telle ou telle provenance sur les dernières années, étudier avec eux effectivement les prix et les accompagner s'ils ont ce besoin de placement. Effectivement, c'est quelque chose qui peut tout à fait être fait, oui. Alors, vous nous avez parlé de signature, on va regarder un petit peu ce qu'il faut regarder quand on veut s'intéresser aux bijoux de plus près. Juste avant, vous nous avez dit que c'est des épargnants qui viennent vous voir avec ce projet-là, c'est-à-dire qu'il y a une démarche en fait proactive de leur part pour dire tiens, j'ai envie d'acheter un bijou. C'est d'abord une démarche de placement ou c'est pour le porter C'est avant tout effectivement pour le porter. Donc, quand on a un client qui arrive avec un projet comme ça, on fait le tour de l'exposition avec lui, on regarde le catalogue de la vente et avant tout, effectivement, on va lui dire qu'est-ce que vous aimez, quelle période vous fait le plus vibrer dans l'histoire de la joaillerie. Est-ce que c'est l'art déco, est-ce que c'est l'art nouveau, est-ce que c'est telle ou telle maison de la place Vendôme? Effectivement, l'important, si vous voulez, est l'achat du bijou, il y a quand même beaucoup d'affect. Alors, effectivement, on accompagne nos vendeurs dans leurs projets de collection. Est-ce que vous voulez collectionner juste telle maison? Est-ce que vous voulez collectionner telle époque? Et on est là, bien évidemment. Parce qu'il y a des collectionneurs de bijoux, pour le coup, qui collectionnent des dizaines, voire des centaines de bijoux différents. Oui, d'accord. Oui. Il faut savoir qu'effectivement, on a un rapport d'affect dans notre marché, dans le monde de la joaillerie, qui est très important. Que ce soit le vendeur aujourd'hui qui veut vendre effectivement ses bijoux de famille, sa collection, que ce soit un acheteur qui est fan d'une période et qui a envie effectivement de construire sa collection. Ça pourrait être une collection de voitures, ça pourrait être une collection de peinture. Et effectivement, il y a des acheteurs qui veulent effectivement contracter une collection avec des années, des styles différents. Mais justement, vous faites le parallèle avec l'art ou les voitures. Là, c'est plus connu, entre guillemets, qu'il y a des périodes, qu'il y a des constructeurs, ou alors, ça c'est pour les voitures, ou dans le monde de l'art, effectivement, qu'il y a différents styles, différentes périodes. On retrouve ça dans les bijoux également, ce que vous nous disiez, en fonction des époques ou des artistes. Je ne sais pas si on parle d'artistes, d'ailleurs, dans le monde des bijoux, ou des maisons de joaillerie. Oui, on parle des signatures. On parle des signatures, des maisons de joaillerie, de la place Vendôme, ou des joailliers qui ne sont pas forcément de la place Vendôme, mais qui ont une aura sur le marché qui est très importante. Et si vous voulez, ces signatures sont cherchées par des collectionneurs. Aujourd'hui, vous voyez, Christie's, c'est 5 sites de vente dans le monde, New York, Genève,
Hong Kong, Paris, Londres, et on va disperser tout un tas de bijoux qui sont recherchés par une vingtaine de spécialistes qui travaillent vraiment en synergie, tous ensemble, et on va, si vous voulez, proposer dans nos ventes, dans le monde entier, ces bijoux. Les bijoux chez Christie's l'année dernière, en 2021, c'est 452 millions de dollars. Donc vous voyez, ce sont des ventes finalement qui attirent énormément de personnes. Il y a un chiffre qui m'intéresse particulièrement cette année, c'est de voir qu'on a eu 39% de nouveaux acheteurs. Qui n'avaient jamais acheté de bijoux auparavant. Exactement. Et qui ont acheté leur premier bijou en vente aux enchères. Exactement. Et donc c'est intéressant, si vous voulez, d'avoir cette grille du marché. Quand vous regardez, quand vous voulez un petit peu pénétrer ce marché-là, vous voyez finalement l'engouement en fait des bijoux pour les collectionneurs qui cherchent en fait le bijou unique. Le bijou ancien, c'est un bijou par essence qu'on ne peut plus trouver sur le marché en tant que création moderne. C'est un bijou qui n'est plus produit, c'est un bijou parfois dont les procédés de fabrication n'existent plus. C'est un bijou qui peut avoir une histoire. Et ce qui est très intéressant aussi dans notre marché, c'est de voir, si vous voulez, le poids de l'histoire dans le prix d'adjudication d'un objet. Et alors justement, parce qu'on se demande ce qu'il faut regarder, donc vous nous avez parlé des signatures, des maisons, donc si on est Place Vendôme, effectivement, c'est une marque supplémentaire, si je comprends bien. Les bijoux, ça fonctionne comment? Par collection? Par exemple, une année, une maison va décider d'éditer 100 ou 1000 bijoux, et ensuite, en fonction de la rareté, ça va jouer sur le prix, ça c'est la première chose. Et ensuite, il y a l'histoire dont vous nous parliez également. Exactement. Finalement, depuis la nuit des temps, les maisons de joaillerie vont designer des collections autour de grands thèmes, autour de moments historiques. Je pense par exemple à cette période, on découvre le tombeau de Toutankhamon en 1924 et on a des maisons comme Cartier, comme Van Cleef qui vont redessiner des bijoux avec cette inspiration, l'égyptomania. Et par exemple ça, ce sont des bijoux qui sont tout à fait très intéressants pour nos collectionneurs et qui sont souvent finalement recherchés. Et dès qu'on voit un bijou qui passe comme ça en vente, ça fait souvent un nouveau record. Et puis vous avez la provenance historique. D'accord. S'il a été porté par quelqu'un de célèbre, par exemple. Exactement. On a des collections stars qui ont déjà été vendues par la maison Christie. Je pense notamment à des noms iconiques. En 2011, par exemple, la collection d'Elizabeth Taylor, qui est vendue pour plus de 140 millions de dollars. Si vous voulez, à ce moment-là, on voit finalement le poids de la personne qui a porté le bijou et qui va finalement, ça va avoir un impact finalement direct. On a aussi eu en novembre dernier, imaginez de vendre aujourd'hui les bracelets, une paire de bracelets appartenant à Marie-Antoinette. D'accord. Le poids de l'histoire vendu sur ces bracelets. Mais ils venaient d'où alors? Ils étaient allés de collection en collection. Exactement. Et finalement ils s'étaient retrouvés à un moment dans une vente aux enchères. Exactement, par descendance et effectivement transmis de génération en génération. Des bracelets estimés 2 millions qui sont vendus plus de 8 millions de dollars. Vous voyez le poids de l'histoire et l'engouement des acheteurs. Et c'est ça qui est intéressant. Et notre métier, si vous voulez, c'est de conseiller les clients, de conseiller les vendeurs dans la vente de leurs biens. Les biens finalement, sans jeu de mots, les biens les plus précieux pour eux, bien évidemment. Et si vous voulez, on travaille toujours en équipe, on a une synergie entre tous les spécialistes, on a une vingtaine de spécialistes dans le monde et l'idée c'est de trouver à chaque fois ensemble la bonne stratégie pour notre vendeur. Où est-ce qu'il faut vendre? À quel moment il faut vendre? La bonne stratégie. Parce que, alors effectivement, on va se poser cette question peut-être de savoir s'il vaut mieux vendre à Paris, à Hong Kong, à Londres ou à New York en fonction du bijou. Juste avant, on n'a pas parlé de pierre. Alors, et la pierre, ça va jouer aussi également, j'imagine, dans la cote du bijou. Bien évidemment. Là, effectivement, on parlait des bijoux avec des provenances, mais aujourd'hui, l'extraction, si vous voulez, l'origine des pierres est extrêmement importante. Quand vous pensez à un saphir birman, à un saphir du Cachemire, à des pierres aujourd'hui qu'on ne peut plus vraiment trouver, c'est effectivement une émeraude de Colombie. Il y a des pierres qu'on ne trouve plus aujourd'hui? Oui, il y a des pierres qu'on trouve beaucoup moins facilement aujourd'hui, qui représentent un pourcentage infime des pierres qu'on peut encore trouver. Et donc, effectivement, c'est des pierres dont le prix au carat, si vous voulez, va énormément augmenter. Il faut savoir que quand vous expertisez une pierre, vous parlez au prix au carat. Vous voyez, vous pouvez estimer, par exemple, un saphir, 5 000, 10 000, jusqu'à 100 000 dollars du carat. On a des records comme ça pour des pierres. Et on va, si vous voulez, appréhender l'estimation d'une pierre en fonction de sa grosseur, bien évidemment, de son origine, et puis en fonction de sa pureté, de sa qualité, de sa couleur. Est-ce que c'est une couleur qui est très importante, est-ce que c'est une couleur qui est très vive, est-ce que c'est une pierre qui a des inclusions? En fait, il y a tout un tas de paramètres qui vont nous permettre en fait de définir la parfaite estimation d'un objet qui est présenté par un vendeur pour un futur acheteur. On est finalement là pour transmettre un bien entre un vendeur
et un acheteur. Et alors, pour ça, il y a des stratégies, du coup, c'est ce que je comprends bien. Il vaut mieux vendre à certains endroits plutôt qu'à d'autres ou à certains moments de l'année. C'est ce que j'ai compris dans ce que vous nous disiez. L'idée, en fait, et je pense que la force du département bijoux de Christie's, et qui, bien évidemment, qui se multiplie pour toutes les autres spécialités de la maison, c'est de créer une synergie entre les différents directeurs de département, les différents spécialistes de la maison. C'est-à-dire que plus de 20 spécialistes qui parcourent le monde pour trouver des bijoux, pour conseiller des clients dans la vente. Trouver les bijoux à vendre d'un côté. Exactement. Et les acheteurs sont nombreux à attendre ou pareil, il faut trouver les acheteurs capables de dépenser plusieurs millions Bien sûr, pour un bijou. les acheteurs sont nombreux. Bien évidemment, les acheteurs sont nombreux. On a effectivement développé ces ventes online qui nous permettent de toucher de nouveaux acheteurs. Mais je vous donnais ce chiffre tout à l'heure de 39% de nouveaux acheteurs. Ça vous montre bien, si vous voulez, l'engouement qu'on peut avoir aujourd'hui pour le bijou ancien. Et pour revenir vraiment, si vous voulez, à cette stratégie de vente, on va vraiment communiquer tous ensemble. On va s'asseoir autour d'une table, on s'appelle et effectivement, on se dit, voilà, j'ai cette pièce, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux la vendre à New York? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux la vendre à Hong Kong? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux la vendre à Genève? Ça change quoi concrètement de la vendre dans une ville plutôt qu'une autre? C'est pour proximité par rapport aux collectionneurs qui y sont présents? Exactement, on essaye de trouver la meilleure stratégie en fonction du moment du marché, en fonction de la proximité des acheteurs qui sont intéressés. On va vendre en Asie des grandes pierres de couleur, des diamants avec des très forts caratages. Parce que les demandes ne sont pas les mêmes du coup dans les régions du monde par exemple? C'est ça qui est très intéressant si vous voulez, c'est de voir ça. Aujourd'hui, on a à peu près 7 ventes avec un commissaire-priseur, une vente si vous voulez en direct. En plus, on a des commissaires-priseurs chez Christie's qui sont assez très forts dans cet exercice, qui emportent la salle, qui emportent les enchères. C'est un moment très important. Ces ventes physiques, si vous voulez, c'est le moment, si vous voulez, où vous prenez un petit peu le pouls du marché. Vous voyez à New York, à Genève, à Hong Kong, s'il y a de la demande et s'il y a de la réceptivité, effectivement. C'est très important. Et puis après, vous avez à côté, de manière totalement complémentaire, une vingtaine de ventes online où vous pouvez proposer à des acheteurs du monde entier tout un tas de bijoux. Aujourd'hui, on vend à peu près 7000 bijoux online et un petit peu plus de 1100 bijoux, vous voyez, dans les ventes physiques avec un commissaire-priseur. Donc vous voyez finalement la différence. Je rebondis là-dessus et ce sera ma dernière question. 7000 online et 1500 physiques, les montants sont les mêmes achetés online ou physiquement ou on voit peut-être online les montants seraient moins élevés et qu'on se déplacerait pour acheter des bijoux de très grande valeur pour le coup qu'on voudrait voir? Effectivement, les stars, je dirais, vont effectivement passer dans ces ventes finalement physiques. Oui. Comme ce que je vous disais, c'est des moments qui sont extrêmement attendus par le marché. On vend online, si vous voulez, des pièces aussi à des millions de dollars. On a vendu déjà un diamant plus de millions de dollars. On a vendu un collier de Jean Fouquet, plus d'1 million de dollars. C'était d'ailleurs à Paris en juillet dernier. Donc on peut effectivement vendre des bijoux effectivement online à des forts montants. Et c'est intéressant, si vous voulez, pour nous, cette complémentarité des ventes, de voir ces bijoux sublimes, ces diamants sublimes, c'est parfois ces bijoux effectivement iconiques vendus dans ces moments très importants du marché où tous les acheteurs vont se retrouver physiquement. Ce qui est intéressant avec les ventes online, c'est que vous allez dépasser les frontières. Les frontières s'abaissent, il n'y a plus de fuseau horaire, tout le monde peut acheter, que ce soit dans un acheteur à New York, dans une vente de Paris, un acheteur à Hong Kong, dans une vente de New York. Effectivement, peut avoir accès. C'est très intéressant. Merci beaucoup Violaine Dastor. Je rappelle que vous êtes directrice du département joaillerie de Christie's France. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons nous intéresser au comportement des épargnants ou des investisseurs et surtout au niveau d'éducation financière des Français avec Stéphanie Lange-Gauman, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Bonjour Stéphanie Lange-Gauman. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous expliquer un petit peu, tout d'abord, les résultats d'une enquête que vous avez publiée en décembre dernier, où vous êtes intéressé à la culture financière des Français. C'est une enquête qui est publiée tous les 3 ans. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette enquête? Est-ce qu'elle est positive, enthousiaste, optimiste sur le niveau d'éducation financière ou de culture financière des Français? Alors c'est une enquête qui est menée par la Banque de France, qui est opérateur de l'éducation financière en France, tous les 3 ans auprès du grand public. Elle a été menée pour la première fois sur l'année 2021 selon la méthodologie parfaite de l'OCDE, ce qui nous permet de nous comparer, nous Français, par rapport à d'autres pays. D'accord. Et c'est la première fois qu'on peut le faire pour le coup. Oui, avec 3 composantes. Une composante connaissance théorique,
une composante attitude, c'est-à-dire la posture, la relation à l'argent, D'accord. et une composante comportement, c'est-à-dire comment on réagit face aux situations. D'accord. Alors l'idée, si vous préférez, c'est que cette enquête, elle montre qu'on a un niveau, nous Français, de connaissances financières, de culture financière qui est moyen. Ça ne veut pas dire mauvais, ça ne veut pas dire mauvais. On est moyen. On frôle la mention assez bien, mais on ne l'a pas encore. D'accord. Clairement, on ne l'a pas encore. Et ça, par rapport aux autres pays européens, on est dans la moyenne de on est dans la l'OCDE. On est dans la moyenne de l'OCDE. Les Allemands sont au-dessus de nous, notamment en connaissances théoriques. Les Italiens et les Espagnols sont légèrement en dessous. D'accord. Et l'idée, si vous préférez, c'est qu'à partir de cette enquête, eh bien, on définit une stratégie d'éducation financière sûr, pour oui. essayer Pour d'élever. la mention assez bien pour le Voilà, coup. exactement. Voir la mention bien. Exactement. Et alors, typiquement, sur la partie connaissances théoriques, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des lacunes. D'accord. Il y a des lacunes et ensuite il y a des marges de progrès. Alors dans les lacunes, ce à quoi il faut remédier, c'est typiquement le français a du mal à comprendre l'impact de l'inflation. Alors non pas sur son pouvoir d'achat, ça il le comprend plutôt bien, mais l'impact de l'inflation sur son épargne, l'impact de l'inflation sur un crédit. D'accord. Ce qui sont pourtant des sujets hautement d'actualité en ce moment. Absolument. Et de la même manière, le français, en moyenne, il a du mal avec la notion d'intérêt capitalisé. L'intérêt simple, il comprend. L'intérêt capitalisé, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que quand on dit à un Français, donc d'après votre enquête, l'inflation est à 7%, mais votre livret A ne rapporte que 1%, il ne comprend pas effectivement qu'il ne se projette pas à terme et il ne voit pas à terme le fait que l'argent qu'il aura lui permettra d'acheter moins de choses. Parce qu'entre-temps, l'inflation aura été supérieure. Oui, parce qu'effectivement, il y a ce mécanisme de comprendre qu'il y a une somme sur un compte, mais que ça se transforme en un pouvoir d'achat en fonction de l'inflation. D'accord, futur. Absolument. Oui. Et donc là, on est clairement dans une dimension de lacune, où on est en dessous de la moyenne. D'accord. Ensuite, il y a, en termes de connaissances financières, des points d'amélioration, où on peut gagner 30 voire 40 points en connaissances, sur une échelle de 100, donc ce qui est déjà très important. C'est le rapport qu'il y a entre le risque et le rendement. D'accord. Et donc ça, c'est méconnu encore. Alors, il y a 60% des Français seulement qui répondent juste. Ça veut dire qu'il y a 40% des Français qui n'ont pas conscience que quand on va leur proposer un fort rendement, c'est qu'il y a en face davantage de risques. Et ça, pour le coup, ça vaut pour tous les placements, on est d'accord. Et ça vaut pour tous les placements. C'est une règle de base de l'investissement. Autre sujet qui est mal perçu et qui mérite d'être amélioré, c'est le rapport qu'il y a entre la diversification d'un portefeuille et le risque de perte. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des axes où nous, on va essayer de communiquer auprès du grand public, auprès des plus jeunes aussi, parce que typiquement, le rapport risque-rendement, c'est là où il est le moins maîtrisé, c'est chez les jeunes. C'est la question que j'allais poser sur ces 40. Est-ce que finalement, on se rend compte que c'est les générations les plus jeunes qui n'ont pas encore intégré ces mécanismes financiers parce qu'elles y sont moins exposées, ou c'est pas forcément vrai Alors, non, c'est une vraie conviction aujourd'hui sur la tranche d'âge 18-25 ans. Les jeunes considèrent qu'ils peuvent gagner de l'argent sans prendre de risques. D'accord. Et ça, c'est très marqué chez eux. Et c'est pour ça que dans le cadre de la stratégie d'éducation financière, on vise en priorité les jeunes pour essayer de leur donner les bons réflexes. Ensuite, moi, je ne suis pas là pour donner des conseils aux gens, mais en tout cas, susciter des bons réflexes pour que chacun essaie de gérer au mieux son quotidien sur les terrains budgétaires et financiers. Alors ça, c'est sur le sujet théorie. Ensuite, il y a le sujet posture et le sujet comportement. Donc du coup, j'imagine que quand la théorie est moyenne, le sujet posture en découle automatiquement. Alors, on a... Le français, il faut le dire, une relation un petit peu particulière avec l'argent. Il n'aime pas en parler. D'accord. Globalement, il n'aime pas en parler et il ressent une sorte d'insatisfaction. Le français moyen considère qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour réaliser tous ses projets. Il n'empêche que le français, il essaie véritablement de maîtriser son budget. Alors même si c'est approximatif, il a à peu près en tête ce qu'est un budget, c'est-à-dire l'ensemble de ses ressources moins ses charges fixes. Et il a un comportement qui est plutôt sain. Il va chercher à payer à temps ses factures. Vraiment, il a un comportement plutôt sain. Par contre, très clairement, on a 38% des Français, et c'est beaucoup, qui ne cherchent absolument pas à comparer les offres. Quand ils choisissent des investissements, des placements, d'accord, sur ce sujet-là. Donc il n'y a pas cette quête de dire je vais comparer, je vais faire jouer la concurrence pour voir quelle est la meilleure solution dans mon cas particulier. Et ensuite, alors ça c'est un point où je pense qu'on a des progrès sensibles à faire, il y a moins d'un Français sur deux qui se fixe des objectifs de long terme en termes d'épargne.
D'accord. Et ça, si vous préférez, ça peut expliquer une certaine passivité dans la gestion moyenne du Français de son épargne. Ça veut dire qu'on épargne, mais on ne sait pas, on se pose pas la question de pourquoi on le fait. Et donc, si on n'a pas d'objectif, on n'a pas de stratégie. En fait, en matière d'épargne, ce qui est important, c'est très tôt, il faut se fixer une méthodologie. Et la première des choses, c'est de dire quel est son besoin. En matière d'épargne, au départ, on a besoin d'une épargne de précaution. Bien sûr. Une épargne de précaution pour faire face à des imprévus, à des accidents de la vie. Une fois qu'on a cette épargne de précaution, c'est une épargne qui va nous permettre de financer des projets. Bien sûr, ça peut être acheter un véhicule, ça peut être financer des études, peut être acheter une résidence, ça peut être transmettre son patrimoine, ça peut être préparer sa retraite. Bien sûr. Et en fonction de cet objectif-là, on définit un horizon. Bien sûr. Et en fonction de cet horizon, on va choisir un placement. Ce qui nous manque, c'est de la méthodologie. Parce que là, ça paraît c'est se évident, poser ces questions-là. Ce que vous nous dites, c'est que ça n'est pas le cas aujourd'hui. On ne se pose pas ces questions-là. On ne se pose pas ces questions-là, d'accord. Enfin, en tout cas, moins d'un Français sur deux se les pose. Et alors, vous nous dites ce qu'il faut, c'est ce qui manque ou ce qu'il faut, c'est de la méthodologie. Donc, comment on apporte de la méthodologie du coup dans ces démarches? Ça veut dire qu'on répète ce que vous venez de nous dire, qu'il faut se poser la question de savoir ce qu'on veut faire avec cette épargne, et ensuite on se pose la question de savoir comment on va y arriver. Oui. Alors, nous, en termes d'éducation financière, la Banque de France et l'ensemble des partenaires, on s'intéresse à plusieurs cibles. La première cible, c'est les plus jeunes. Parce qu'objectivement, dès le plus jeune âge, on peut commencer à donner les premiers réflexes. On peut commencer à donner les premiers réflexes. Et donc, on déploie un certain nombre d'actions auprès des jeunes, dans l'école et hors des murs de l'école. Ensuite, on s'intéresse aux gens qui sont en fragilité financière. Il y a un tiers des Français qui ont moins d'1 mois d'épargne, 1 mois de revenus d'épargne. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des Français qui ne feraient pas face à une perte de revenus durant 1 mois. Et donc, ces gens-là, il faut qu'on les sensibilise au budget. Et ensuite, on va s'intéresser également au grand public. Le grand public qui, pour le coup, a plutôt de l'épargne. Et donc, à travers le site, le portail Mes questions d'argent, on essaie de transmettre cette méthodologie, de donner ces réflexes. Et on est dans du contenu très pédagogique. On n'est pas là pour conseiller sur tel ou tel placement. On est là pour essayer de proposer une méthode. Et ensuite, chacun l'adapte en fonction de ses besoins. Et alors, je reviens sur ce couple rendement-risque et sur cette stratégie ou les objectifs de long terme. Ça veut dire que si jamais on se dit qu'on veut acheter une résidence ou peut-être une voiture à horizon, on peut dire 7 ans, là on est dans du moyen-long terme pour le coup. Ça veut dire qu'on ne choisira pas les mêmes placements que si on est juste dans une épargne de précaution. Et aujourd'hui, en fait, on est essentiellement dans une épargne de précaution. Si je comprends, on n'est qu'à la première étape finalement de l'épargne pour tous ceux qui n'ont pas vraiment défini d'objectif. Alors, on a dit qu'il y a un tiers des Français qui n'ont pas d'épargne, quasiment pas. Donc cela, il est évident que cela, il faut que ce soit une épargne qui est liquide et qui est sans risque. Je veux dire, c'est tout à fait... Bien sûr, une épargne de précaution. Exactement. Pour le coup. Ensuite, on a 2 tiers des Français qui ont de l'épargne. Et sur ce 2 tiers, il y en a 1 tiers qui sont dans une gestion plutôt passive. Donc plutôt passive, sans prendre trop de risques. Et puis 1 tiers qui vont aller vers des actions, des obligations, des OPCVM, des plans d'épargne entreprise, des plans d'épargne retraite. Bien sûr. Et l'idée, si vous préférez, c'est que, une fois de plus, je ne suis pas là pour moi orienter les gens, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que chaque tiers ait défini sa propre méthodologie, ait en tête ses propres projets, et qu'il adosse ses placements à ses projets. Que ce soit en termes de risque, que ce soit en termes aussi d'horizon. C'est très très important d'avoir l'horizon en tête. Et bien justement, ça me permet d'aller sur le 3e pilier qui est le comportement. Et avec, donc il y a le comportement, et peut-être que vous allez nous reparler du coup du comportement de ceux qui n'ont pas forcément la notion du rendement risque quand il s'agit d'investir leur argent directement pour le coup. Alors ça c'est quelque chose qui est assez marquant. C'est que quand on interroge les Français, quand on leur dit à partir de quel taux d'intérêt un placement sans risque et liquide vous paraît-il suspect? Le Français, la médiane, ce qui sépare les deux populations, dit 4%. 4%. Ça veut dire que le Français, il n'a pas du tout intégré aujourd'hui l'environnement de taux bas dans lequel on est. Parce qu'il est évident que 4% sans risque et liquide, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc oui, on doit travailler auprès des jeunes, auprès du grand public aussi, pour essayer de donner ces repères en termes de placement. Il est évident que il y a un certain nombre d'arnaqueurs qui pourraient profiter de cette mauvaise compréhension qu'on a sur cet environnement de taux bas. Et alors, qu'est-ce que vous constatez justement sur tout ce qui est fraude ou arnaque à l'épargne? Et surtout, d'autant plus, alors on parlait des jeunes, mais c'est peut-être pas que les jeunes, mais on voit sur les réseaux sociaux fleurir moult promesses de devenir riche avec des placements dont on ne comprend pas toujours réellement dans quoi on investit. Oui, alors aujourd'hui, vous avez, l'enquête le dit,
9% des Français, c'est énorme quand même, 9% des Français qui disent avoir communiqué à tort des informations financières personnelles. D'accord. Soit en répondant à un email malveillant, soit en répondant à un SMS ou un coup de téléphone d'une personne qui ne serait pas authentique. Des informations financières, donc Oui, des numéros de carte bleue, exactement, des numéros de compte des en banque. IBAN, etc. D'accord. etc. Et ce taux-là, qui est déjà de 9%, 9% ça reste énorme Bien sûr, sur la oui, bien sûr. population, il atteint 26% chez les 18-24 ans. 26% chez les 18-24 ans. Un quart des 18-24 ans ont déjà transmis à tort des informations financières personnelles. Alors il est évident que les réseaux sociaux, l'Internet, toute cette numérisation en fait de notre finance au quotidien fait que on est la proie de gens malveillants qui se font passer. Alors pour des autorités, ils se font passer pour les impôts, ils se font passer pour votre propre banque, pour votre assureur, et ils vont venir vous soutirer des informations qu'ils vont utiliser. Ah oui, donc là on est vraiment dans le domaine de l'arnaque. Donc, parce qu'il y a aussi ceux qui vous proposent des placements sans risque, à haut rendement, donc c'est des autres types d'arnaques, parce que là on pense réellement investir dans quelque chose. Alors, là on pense répondre à ses impôts ou à son banquier, d'accord. Oui, là vous avez 6% des personnes dans l'enquête qui disent qu'ils ont suivi des conseils d'investissement dans un placement qui s'est avéré être une escroquerie. D'accord. 6%, ça reste énorme. Oui, bien sûr. Oui. Un taux qui atteint 15%. Cette fois chez les 18-34 ans. Et donc on reste vraiment... Voilà. Et comment on explique ça, que les plus jeunes finalement soient les plus exposés? C'est parce qu'ils n'ont jamais eu affaire finalement encore à un banquier ou à un conseiller? Parce qu'on n'a pas ce rapport risque-rendement en tête. D'accord. Et donc on croit plus facilement à des opportunités qui nous sont présentées comme exceptionnelles. Alors il nous reste quelques secondes, Stéphanie Lange-Gaumont. Comment est-ce qu'on peut faire plus de pédagogie? Vous nous l'avez expliqué un petit peu déjà, mais quelques conseils qu'on pourrait donner vraiment peut-être à cette frange de population qui est la plus touchée, mais de manière plus générale aussi. Alors, pour la prévention des arnaques, c'est la vigilance. Il faut D'accord. à tout prix être vigilant, s'assurer que la personne qui entre en contact avec vous est habilitée à vous proposer ce type de placement, de crédit. Avec un agrément AMF, et par donc exemple. là, voilà, typiquement, vous avez des registres, vous avez des registres qui vous permettent de vérifier que la personne est bien habilitée. Et puis ensuite, il faut jamais céder à la rapidité avec laquelle on veut nous faire souscrire un contrat. D'accord. À chaque fois, ça c'est Prendre vraiment... le temps. À chaque fois, on nous dit il faut souscrire tout de suite, parce que l'offre ne sera plus valable un quart d'heure après. C'est faux. C'est vraiment une technique très commune utilisée pour forcer la vente. 2 mots pour vous dire. L'autorité des marchés financiers et l'ACPR communiquent sur à peu près un volant d'arnaque financière de 500 millions d'euros par an. Mmh. Et nous, Banque de France, en termes d'arnaque au moyen de paiement, on est sur 1,3 milliard d'euros par an. Donc vous voyez, les sommes sont colossales et ça concerne les arnaques à l'épargne, à l'investissement, au crédit, au moyen de paiement. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants, vérifiez et prenez le temps de vérifier. Surtout, prenez le temps, c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Stéphanie Lange-Gaumont, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.